Les Pyrénées, montagne entre nature sauvage et tradition, sont habitées depuis plus de 500 000 ans. Les hommes n'ont jamais cessé de faire évoluer leur activité pour faire vivre nos vallées. Nous sommes 4 jeunes étudiants du lycée agricole de Vic en Bigorre. Venant des 4 coins des Pyrénées, Couserans, Comminges, Béarn et Bigorre, nous avons voulu réaliser ce film pour vous faire partager notre passion pour ce massif et vous exposer l'évolution de toutes les activités de nos vallées afin d'y voir un bel avenir. Comme partout où l'homme s'est installé, la première pratique fut l'agriculture. Dans notre cas, une agriculture qui a su s'adapter au milieu et qui a su en tirer des avantages. Ici c'est un gros avantage parce que comme on n'a pas fait de petites exploitations, moi je vous dis j'ai 20 mères sur 29 hectares, si je devais les garder sur ces 29 hectares, je ne ferais seulement possible. Voilà. Cette pratique agricole a donné jour à certaines traditions telles que le pastoralisme et la transhumance. Donc le pastoralisme dans les Pyrénées, c'est une activité économique avant tout importante, puisqu'on est classé depuis le dernier recensement agricole, on est classé en fonction des critères 2e ou 3e département pastoral au niveau national. On a encore plus de 100 000 ovins et près de 25 000 bovins qui transhument chaque été sur ces territoires-là, quelques chevaux et quelques chèvres. Donc autant dire que la transhumance et l'utilisation pastorale restent une activité déterminante pour le maintien de beaucoup d'exploitations dans notre département. Les paysages de montagne dont on parlait tout à l'heure, c'est un héritage de cette période-là, d'un maximum de population et d'un maximum d'activité agricole. C'est fin du 19e siècle. Donc si on veut conserver, on voit toutes les évolutions qu'on voit depuis une cinquantaine d'années dans ces paysages, c'est lié au fait qu'on a une activité agricole qui s'est réduite petit à petit, Donc si on continue dans cette tendance-là, il faut qu'on s'attende à des évolutions assez significatives de ces paysages. L'activité pastorale, elle a un effet direct sur ces habitats-là. Dans le sens où il y a une pression qui est exercée sur le milieu et donc voilà, il faut trouver le bon équilibre par rapport à cette gestion là pour éviter qu'il y ait du sur ou du sous-pâturage. En 2011, la commune d'Olon a demandé au centre régional de ressources pastorales de lui rédiger ce qu'on appelle un diagnostic pastoral. Donc en fait, c'est l'évaluation des ressources et de la qualité fourragère pour pouvoir mieux orienter les troupeaux sur l'estive et avoir une gestion optimale. Et donc ce qui était intéressant dans ce rapport, c'est qu'il y avait une approche pastorale, mais nous, on va aller au-delà en y apportant une approche écologique et en fait on va dire, en associant les deux et trouver à la fois le bon équilibre entre cette gestion pastorale et conservation de la biodiversité. Il faut garder le côté pastoralisme, ça je trouve que c'est sympa d'arriver, discuter avec les bergers, puis de voir encore qu'il y a du pastoralisme qui existe. Ça existe moins dans les Alpes, beaucoup moins. Aujourd'hui, pour faire perdurer ces petites exploitations, les éleveurs doivent trouver des alternatives. Les jeunes qui ont la chance d'avoir le père et le jeune qui reprend sur l'exploitation, souvent le jeune l'hiver il va se chercher un complément de revenus, c'est dans les stations de ski. Ouais, ça c'est important aussi. Et c'est ce qui a beaucoup sauvé l'agriculture ici en zone de montagne. La pluriactivité, ça a été très important. Moi aussi j'aimerais quand même compléter mon revenu avec une pluridisciplinarité. De faire pisteur aussi, secouriste à montagne, à une station de ski. Donc l'hiver je bosse en tant que pisteur secouriste ici à Luzardiden. Le reste de l'année, à partir du mois de mai, je bosse dans une entreprise de bâtiment à Lucien-Sauveur.
ce qui me permet de compléter l'année et d'avoir un boulot quasi annuel, puisque je bosse après du mois de mai jusqu'au mois de novembre et début décembre je commence à bosser à la station de ski. Et donc ça me permet de boucler l'année, de rester vivre au pays et de profiter surtout de belles montagnes. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre. Je suis en cours à l'heure qu'il est avec des petits qui viennent de Bordeaux, de Villeneuve-d'Ordon. C'est une classe de neige. Ils ont la chance d'être là pendant 15 jours. Et on arrive à faire des journées de 4 heures et puis des demi-journées de 2 heures. Voilà, moi ça fait pratiquement depuis 1986. Je vends des virages à droite, à gauche, dans tous les sens. On a une belle journée, aujourd'hui les conditions sont terribles, comme vous pouvez le constater. Et puis là c'est bientôt midi, donc je pense qu'on va aller manger. À Montagne, la création des stations de ski a complètement changé la vie des vallées, révolutionné l'attrait touristique. Dans la zone de montagne, toutes les activités sont liées plus ou moins au tourisme. C'est sûr que déjà nous on l'a vu avec la OC, la vente du produit elle se fait sur le territoire. Plus ils viennent de touristes, plus on vend de moutons et plus on est revalorisé. Je m'appelle Christophe, je suis saisonnier dans les gâteaux à la broche. Avant, je travaillais dans les stations de ski. Pour nous, l'appui touristique du tourisme, c'est très important, et des stations de ski, afin de pouvoir développer, enseigner les traditions que nous avions et nous ont laissé nos anciens, comme ici le gâteau à la broche que nous faisons et que nous essayons de perpétuer dans le temps. Pour le village, c'est quand même bénéfique. Hein. Il y a une auberge dans ce village, par exemple, qui vit essentiellement, qui fait son chiffre d'affaires avec les touristes. Vous allez dans Saint-Lary, vous allez trouver tous les commerces que vous voulez, vous allez trouver tout. Vous venez de Toulouse, vous arrivez à Saint-Lary, vous ne voyez pas un grand changement. Hein. C'est une mentalité urbaine qu'il y a là, tandis qu'il y a quand même une clientèle qui cherche autre chose, hein, de l'authenticité, des villages authentiques, avec encore des activités traditionnelles. Le tourisme hivernal ne suffit pas pour vivre toute l'année. Les Pyrénéens se sont servis de la beauté des paysages pour créer un tourisme estival. Ce qui m'attire dans les Pyrénées, c'est la diversité. Par rapport aux Alpes, il n'y a pas une surexploitation aujourd'hui de la montagne, même si par endroits ça mériterait un peu plus d'exploitation pour les tourismes et les touristes dont je fais partie, c'est-à-dire découvrir la nature grâce à la marche, quoi. Le refuge, c'est un refuge qui a été construit en 1964 et qui a été rénové en 2005 et 2006, si je ne me trompe pas. C'est surtout un refuge qui est là quand même pour être à côté de la face nord, donc surtout pour les alpinistes, pour qu'ils puissent venir ici, et puis en gros camp de base, escalader, redescendre, tout ça. Mais voilà, de plus en plus, pas depuis qu'on est là, mais avant, il y a de plus en plus de familles qui viennent juste pour faire un tour au refuge, ou alors des gens qui sont sur le GR10, vu que le refuge passe au niveau du GR, pour juste faire une étape. Voilà.
Donc il y a de la montagne, alpinisme, et il y a du séjour, balade, famille, tout ça. Voilà. Du coup, ouais, le sentier, effectivement, ils s'en prennent bien soin. Il y a eu les inondations aussi il y a 3 ans. Donc ça avait cassé pas mal d'endroits du sentier. Chaque année, il y a des avalanches aussi qui enlèvent des morceaux. Du coup, ouais, souvent, ils remettent des gros cailloux pour faire des marches. Et puis aussi, ils font des passages pour que l'eau, elle ruisselle pas sur le chemin, mais elle traverse. Donc ouais, régulièrement, c'est refait. Et là, cette année, je crois qu'ils devaient rebaliser une partie du chemin. Après, ouais, nous, on trouve que quand même, c'est assez propre. Les gens, ils laissent pas trop de déchets sur le sentier. Ouais, il y a des anciens qui nous disent « Oh, dans ma jeunesse, c'était dégueulasse, les gens ils laissaient des poubelles entières, les conserves sur les cailloux. » Et ça c'est aussi visé avec l'avènement du parc national qui a été construit, enfin qui a été fait dans les années 70 je crois. Le parc national est divisé en 6 secteurs. Ça va depuis Aspe et Ossau, là-bas dans le Béarn, jusqu'à ici, le plus à l'est, qui est le secteur de la Vallée d'Or et du Haut-Adour. Donc nous, on est une équipe de 4 collègues et on s'occupe à la fois de faire de la protection de l'environnement, donc de faire de la protection sur les espaces sur lesquels vivent des espèces emblématiques, protégées, ou qui ont besoin en tout cas qu'on les protège. Ensuite on a des missions d'animation, donc on met en valeur ces espaces et tout ce qui vit dessus, on les met en valeur auprès des scolaires et de tout public, des touristes aussi. Et ensuite on a des missions de police évidemment, parce que pour protéger ce qui vit là-dessus, sur ce territoire-là, il faut faire des missions de police de manière à faire appliquer les lois et règlements. On voit en début de saison, en juin, on a des isards et tout ça qui viennent sur le plateau, et puis dès que les vacances scolaires commencent, il n'y a plus rien. Il n'y a que les touristes sur le plateau. Par rapport au tourisme, on a plusieurs actions. On a une action notamment de canaliser le tourisme. Pour le canaliser, pour l'orienter sur des choix de randonnée et d'endroits où aller, ben on le canalise avec des panneaux d'information et d'indications de chemin, de randonnée, de temps de randonnée, d'horaire, tout ça. Et donc ces panneaux sont situés, alors c'est nous qui nous en occupons, ces panneaux sont placés aux entrées de sentiers et à chaque fois on informe, on met des panneaux d'information, attention, vous rentrez sur un espace protégé, il y a une réglementation, vous n'avez pas le droit de camper n'importe où, d'amener des chiens, de chasser, de faire du bruit, de faire du VTT, etc. De jeter des ordures, de cueillir des fleurs, etc. Et en même temps, on les sensibilise à la protection de la nature en leur disant, attention, dans le vallon où vous rentrez, ben vous risquez, vous pouvez rencontrer telle et telle fleur, tel et tel animal. Il est vrai que parfois, entre enjeux sociaux, économiques et environnementaux, certains conflits voient le jour. Prenons le cas le plus connu dans les Pyrénées, la réintroduction de l'ours. Ah mais ça c'est le cancer de nos montagnes. Ça c'est ingérable et ça sera toujours ingérable. Et ça c'est là. Quoi dire, depuis le temps qu'on lutte contre ça, on est même dégoûté. Même cet été, bon, il y a eu de gros cartons, mais on peut tout essayer, on ne peut pas rester derrière les troupeaux 24 heures sur 24. L'ours, lui, c'est un gros inconvénient. Il y a les pro-ours, les contre-l'ours. C'est bien qu'il y ait des ours. Bon, on les a exterminés, on les a exterminés. Voilà, on a fait un choix. Maintenant, on en remet. C'est sympa. On a une chance sur 1 million d'en voir un. On ne peut pas vous parler d'enjeux environnementaux sans vous parler de changement climatique et de l'impact qu'il peut y avoir sur la vie des vallées. Quand l'eau se retire, les dégâts paraissent considérables. Des pans entiers de maisons ont été emportés. Celles-ci reposent dans le vide. Des voitures subissent encore la furie des flots. Ici à Barège, des rues n'existent plus. Le sol s'est dérobé.
le village est resté coupé du monde. La route qui monte de Luz-Saint-Sauveur est dévastée. Une route mythique du Tour de France, empruntée par des centaines de cyclistes chaque année. On ne voit même plus où elle passait. Des pans de montagne ont glissé avec. Là, il y a tout qui partait. On avait les ponts qui se bouchaient avec les embâcles, la route qui partait dans tous les sens, les arbres, les poteaux de téléphone, les lignes électriques et tout ça, il y a tout qui partait. Et on est arrivé, on s'est replié jusqu'à Haut-d'Ester. On a fermé l'itinéraire jusqu'à Haut-d'Ester. Et là, à Haut-d'Ester, à partir de là, on y est resté jusqu'au vendredi soir sur Esther. La route, il n'y avait plus de possibilité de passer depuis Esther jusqu'à Barège. Alors là, c'est le village tel qu'il était vu depuis le Barège, depuis Luce. Et là, on voit, alors, toute cette maison-là, elle est partie, c'est la maison de monsieur et madame Laporte qui est partie de suite le mardi soir de la crue. En gros, on voit ici, c'est le pont qui est ici, on voit tout ce qu'a pris la crue. C'est-à-dire, la crue est passée, elle a pris tout ça. Voilà. Après, en gros, ça c'est les photos pendant la crue, ça c'est le matin, ça c'est l'ancien aménagement qui a été fait avec l'aire de jeu et tout ça, l'impact complet de l'eau. Ici, au niveau cru, on était à une largeur. Sur le bassin, sur Esther, on était en gros entre 7 et 10 mètres de large maximum. Et là maintenant, on a une largeur de 27 à 33 mètres. C'est-à-dire qu'au niveau sécurité, plus les arrachements bétonnés. Et au niveau communal, en gros, c'est une enveloppe de 2 millions d'euros, rien que pour la commune d'Esther. Au jour où l'homme veut se tourner vers des énergies renouvelables, l'eau est essentielle pour la production électrique. Depuis plus d'un siècle, les hommes dans les vallées ont su exploiter l'eau et son énergie cinétique en créant l'hydroélectricité. Aujourd'hui en France, cette énergie renouvelable reste la moins chère à exploiter. Il est donc important de la préserver. L'eau n'est pas la seule ressource que la montagne nous offre. Nous pouvons y voir également le bois avec l'activité sylvicole. C'est la forêt pyrénéenne dont on a vu une vue ici avec un étagement de végétation. Alors ce qui est sous la neige principalement, ce sont en fait les pelouses de montagne, hein, c'est les prairies d'altitude on va dire, et puis donc ils retiennent bien la neige, on le voit. Et puis en dessous on a l'étage du sapin, on le voit très très bien ici. On a le mélange de hêtre et de sapin, donc qui caractérise ce que l'on appelle la hêtraie sapinière. Avec le sapin, on est plutôt donc dans du bois de charpente en particulier. Et là, il y a un problème également, on va dire, de valorisation. Autant ça a été un bon objet de valorisation que le sapin, il y a encore 20 ans, 30 ans. Mais dans toutes les années récentes et encore plus aujourd'hui, on a un petit problème de valorisation parce que la mobilisation du bois, le fait de sortir le bois de la forêt, c'est ça qu'on appelle la mobilisation, hein, le bûcheronnage plus le fait de sortir le bois, de l'amener jusqu'aux scieries, ça demande des camions, ça demande des engins, etc. Ça coûte cher. Le travail du bûcheron, ça coûte cher également, en montagne, hein, bien sûr. Et donc le coût de mobilisation est très élevé. Et donc la vente de bois a du mal quand on fait la différence avec le coût de la mobilisation. Encore plus si on compte le prix des pistes qu'on doit faire pour mobiliser le bois, bien, le bois rapporte finalement très peu. Sur le plan économique, l'idée c'est d'inventer des filières nouvelles et il y a un travail qui est fait sur les Pyrénées pour illustrer ça rapidement. C'est un travail qui est fait sur le bois de hêtre pour faire des meubles en hêtre. Donc il y a un organisme, un organisme collectif, un groupe d'organismes hein, qui s'appelle la Compagnie du Hêtre, qui est né à Montrégeau et qui travaille aussi avec une scierie de Vic en Bigorre d'ailleurs,
en l'occurrence avec une menuiserie de Vic en Bigorre et avec une scierie de Tarbes. Et l'idée c'est de faire des meubles en hêtre qui coûtent pas trop cher, qui sont plus chers que les meubles Ikea, mais qui ont une très belle qualité. La montagne est une véritable passion auquel ces acteurs sont énormément attachés.